Nous avions prévu de nous intéresser aux opposants à Vladimir Poutine, mais je vais être franc avec vous, nous n'avions pas prévu que s'imposerait dans l'actualité celui qui est peut-être devenu le plus puissant de ses adversaires, Yevgeny Prigojine. Alors le patron de la milice Wagner est-il vraiment devenu l'opposant numéro un au président russe? Peut-il fédérer les autres ennemis du régime? Les opposants politiques sont-ils relégués au second plan par les opposants armés? Et enfin, qui les Occidentaux peuvent-ils soutenir dans ce chaos? Nous en parlons dans un instant avec mes invités. Galia Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes écrivaine, spécialiste de la Russie post-soviétique, docteur en histoire, ancienne journaliste à RFI et à Politique Internationale, rédactrice en chef du site Desk Russie et co-auteur ou auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier a été co-dirigé avec Stéphane Courtois, le livre noir de Vladimir Poutine, paru chez Perrin et Robert Laffont en novembre 2022. Antoine Arjakovski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous aussi, directeur de recherche au Collège des Bernardins, administrateur de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv en Ukraine. Vous avez vécu et travaillé en Russie et en Ukraine. Et vous êtes l'auteur dès 2014 de Russie-Ukraine, de la guerre à la paix, point d'interrogation, publié par le Collège des Bernardins. Et vous présentez ces jours-ci un rapport intitulé « Comment soutenir l'Ukraine et reconstruire la paix en Europe », qui est le fruit d'un travail de réflexion collectif mené sur plusieurs mois et qui a débouché sur 18 propositions dont nous allons bien sûr parler. Olga Prokopieva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de l'association Russie Liberté, qui a été créée il y a 10 ans, et au sein de laquelle vous vous battez contre la désinformation et l'oppression politique orchestrée par le régime de Vladimir Poutine. Et Laure Mandeville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington, auteur de plusieurs livres sur la Russie, notamment L'armée russe, la puissance en haillons en 1994 aux éditions numéro 1, La reconquête russe en 2008 chez Grasset, et plus récemment, Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe, co-signé avec le philosophe ukrainien Konstantin Sigov, paru en 2022 chez Talent Éditions. Alors, l'épisode de ce week-end, stupéfiant, j'ai beaucoup de chance de vous avoir sur ce plateau. Dites-moi comment vous avez compris, interprété les événements du week-end. On rappelle très rapidement à ceux qui n'auraient pas vu passer cet épisode que Yevgeny Prigojine, patron de Wagner, a lancé ses chars vers Moscou avant de faire demi-tour. Et où est-il aujourd'hui? On ne sait pas. Galia Ackerman. C'est une histoire qui reste obscure, parce qu'il y a plusieurs choses, notamment probablement des clauses d'un accord secret entre Poutine et Prigojine qui l'a obligé de faire demi-tour et donc de disparaître du champ public. On n'a pas de nouvelles de lui depuis 24 heures. Il était censé partir en Biélorussie. Et il n'est probablement pas parti en Biélorussie, mais en fait, on n'en sait rien. Oui. Maintenant, je vais vous donner en quelques mots l'analyse que j'ai faite avant ces événements et à l'aune de cette analyse, les événements eux-mêmes. J'ai fait un grand papier d'angle il y a 2 ou 3 semaines dans Franc-Tireur où ma thèse était que Prigojine est un homme de Poutine, Oui. que c'est un exécuteur de longue date de ses basses œuvres et que c'est un élément indispensable du dispositif poutinien parce qu'il a quand même contribué très fortement à renforcer ce régime. Il a commencé sa carrière politique en 2011 en créant un réseau d'informateurs qu'il a infiltré parmi l'opposition qui protestait à l'époque contre les élections falsifiées à la Douma et la réélection de Poutine. Et donc, il les a dénoncées. Oui. C'était le début de sa carrière politique. Ensuite, il a créé la fabrique de trolls qui a fait l'ingérence notamment dans plusieurs éléments. Plus de 10 ans, il fait les basses œuvres de Vladimir Poutine. Ensuite, et alors aujourd'hui, vous estimez qu'il est toujours l'homme de Poutine? Non.
Non, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que je rappelle aussi que quand même en 2014, sous l'égide de GRU, les renseignements militaires Oui. russes, il a créé la compagnie Wagner, qui s'est illustrée dans le Donbass. Il a été l'un des premiers à être décoré par Poutine pour sa bravoure, entre guillemets, dans le Donbass. Ensuite, il a été en Syrie. Il a aidé beaucoup à déstabiliser l'Afrique et la mettre une partie de l'Afrique sous la coupe russe. C'est un milliardaire. Oui. Rien que, qui s'enrichit grâce à l'Afrique, notamment. Qui s'enrichit grâce à l'Afrique, mais aussi parce que, et c'est là où je veux en venir, grâce au contrat, pendant plusieurs années, son premier client, parce que lui, il avait un empire de catering, mais aussi de promoteurs immobiliers. Oui, de cantine de l'armée, en fait. Cantine de l'armée, mais aussi les bâtiments de l'armée, etc. Il a eu des dizaines de milliers de contrats avec le ministère de la Défense. Et puis, la manne a commencé à tarir, parce que chaque contrat, il faut voir dans le système mafieux, qui est le système russe, chaque contrat avec l'État, pour un promoteur, est un contrat juteux, parce qu'on met les chiffres beaucoup trop haut, et ensuite on partage... Mais je voudrais qu'on en débatte, alors dites-moi... Voilà, et donc je pense que jusqu'à très récemment, certains pensent même jusqu'au 24 juin, il restait l'homme de Poutine, mais il avait une réelle controverse avec Shoigu. Cette controverse allait en croissant. Shoigu étant le ministre de la Défense russe. Et apparemment, il espérait que Poutine le soutiendrait. Et Poutine ne l'a pas soutenu. Et quand Shoigu, les hommes de Shoigu, ont essayé probablement de tuer Prigojine, en tout cas en faisant assaut sur ses combattants, mais je pense que l'objectif n'était pas de tuer quelques combattants de Wagner, mais surtout de tuer Prigojine, eh bien, il a décidé de marcher sur Moscou. Et là, il a essayé quand même encore de ne pas trop accuser Poutine. Il voulait faire la marche pour avoir la tête de Shoigu et de Gerasimov. Antoine, je termine juste une phrase. Et donc, c'est Poutine qui l'a accusé d'être traître. C'est Poutine qui a parlé d'un poignard dans le dos. Donc, aujourd'hui, la rupture entre deux hommes est totalement consommée. D'accord. Vous faites la même analyse, Antoine Arjakovski? Sur la fin, oui. C'est-à-dire que je crois effectivement qu'il y a une rupture entre Prigojine et Poutine. Sans retour. Sans retour possible. Il est allé très loin dans sa critique qu'il a donnée avant sa marche sur Moscou. Et une critique qui a duré pendant 30 minutes, extrêmement violente vis-à-vis de Shoigu, mais aussi en critiquant Vladimir Poutine, en disant il raconte n'importe quoi. Il dit qu'il y a 60... Il nous a menti sur la dénazification, sur les motifs de la guerre. Sur les motifs de la guerre, donc ça c'est extrêmement important. Il remettait complètement en cause la propagande russe depuis un an, au point que ce week-end, j'ai vu parmi les analyses une qui m'a plu, c'est le conte d'Andersen qui montre à la fin le roi est nu. Il y a un enfant qui dit, face à tous les courtisans autour de Poutine et toute la propagande, il y en a un qui ose dire « mais tu n'as pas de vêtements, tu es nu ». Et donc c'est ça que fait Prigojine, c'est-à-dire qu'avec la parole qu'il a, il est capable de dire « mais c'est faux ». De A à Z. Et le dernier mensonge, c'est quand Vladimir Poutine dit que l'armée russe a abattu 64 léopards. Il dit c'est n'importe quoi, il y en a peut-être un ou deux à tout casser, c'est du mensonge. Et ça, c'est son plus grand crime, à la limite. C'est l'un de ses plus grands crimes. Oui, d'avoir menti au peuple russe. Et donc la ligne de fracture entre les deux, hormis ce qu'a dit Galia tout à fait justement, à savoir qu'il y a des contrats énormes. Et ce week-end encore, on a parlé d'une somme de plusieurs dizaines de millions d'euros qui a été retenue dans le centre culturel des musiciens de Wagner à Saint-Pétersbourg et qui a été retrouvée comme par hasard. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. En plus de l'argument donc des milliards de roubles, c'est qu'il y a d'un côté Prigojine qui veut défendre l'honneur de la Russie, de la nation russe. D'un autre côté, Poutine qui reste dans sa position d'empire. Et c'est pour ça que c'était très intéressant, lorsqu'il a pris la parole à 10h du matin hier,
Il a dit attention, on va se retrouver dans une situation de 1917, et c'était terrible parce qu'il se mettait à la place de Nicolas II, c'est-à-dire d'un loser, et il comparait du coup Prigojine à Lénine, c'est-à-dire de celui qui l'avait emporté. Donc c'est deux logiques historiques, et c'est deux personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus s'entendre. Donc c'est la raison pour laquelle l'accord qui a été trouvé finalement, dont on ne connaît pas vraiment le contenu, c'est assez flou, mais dont on comprend quand même qu'il y a eu une amnistie, manifestement, sinon il ne serait pas reparti comme ça, et que manifestement, puisque la demande principale de Prigojine, c'était la tête de Shoigu, et qu'on ne pouvait plus continuer à faire la guerre avec Shoigu à la tête du ministère de la Défense, bien entendu que ce n'est pas dans les jours qui viennent que ça va être mis en œuvre, mais je m'attends, moi, personnellement, à ce qu'il y ait un changement total au sein du ministère de la Défense, parce que Prigojine a montré qu'il avait des liens et des soutiens très forts au sein du ministère de la Défense. Et le troisième accord qu'il a obtenu, très probablement, c'est qu'il puisse continuer à gagner de l'argent en Afrique avec les contrats qu'il a pour déstabiliser les pays africains, comme c'est le cas aujourd'hui au Soudan. Laure Mandeville, c'est pas fini l'histoire. Non, alors moi, effectivement, je pense que ce n'est pas du tout fini, qu'il y a énormément de choses qui sont absolument obscures et qu'on est à l'acte 1. Et il me semble, en fait, qu'il y a au fond deux hypothèses majeures. La première, c'est celle qu'a plus ou moins décrit Gallia, et qui serait qu'au fond, Vladimir Poutine aurait été lâché par son poulain, son enfant chéri, mais que ça aurait été très très récent, etc. Et il me semble qu'au fond, il serait rebellé parce qu'une sorte de mécanisme était en cours pour que Poutine, avec le ministère de la Défense, reprenne le contrôle de la situation et mette au pas ce personnage qui dépassait toutes les limites, qui était parti finalement, qui était absolument incontrôlable, qui agonisait d'injures le haut commandement, etc. etc. Il y a une autre, ça c'est l'hypothèse numéro 1. Et l'hypothèse numéro 2, qui me paraît, à mon avis, plus probable, c'est que la rupture est consommée depuis beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait des mois qu'on a vu Prigojine entrer en guerre contre le ministère de la Défense, et il n'est pas impossible que, d'un côté, Prigojine ait voulu sauver son argent, effectivement, ses contrats, sa posture, etc., mais surtout qu'un camp au sein de la haute structure du pouvoir russe, se soit rallié à lui et décidé de l'utiliser plus que de se rallier à lui, parce que lui, ce n'est pas un personnage de premier plan, malgré tout. Il a même une image assez négative, c'est un bandit. C'est un bandit, c'est pas quelqu'un qu'on voit s'installer à la tête de la Russie. Et donc, qu'une faction ait fait accord avec lui pour organiser une sorte de scénario qui lui permette en fait de démontrer que le pouvoir est ténu et qui permettent aussi de tester en fait la capacité de réaction de la faction Poutine. Et attendez, mais ce qui me semble intéressant, c'est que en fait, ce qu'on a vu avec cette histoire, c'est que Prigojine s'est lancé, peut-être parce qu'il n'avait pas le choix et qu'il avait un certain nombre d'assurances, mais ce qui a été absolument surréaliste, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction. Et aucune réaction. On a vu en fait un État aux abonnés absents, une armée aux abonnés absents, un FSB aux abonnés absents. Alors est-ce que c'était délibéré ou est-ce que c'était qu'il n'y avait pas de troupes, que les Tchétchènes sur lesquels on comptait n'étaient pas capables de venir en aide à leur tsar favori, etc. etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le résultat, c'est que Poutine est dans une situation, si vous voulez, d'humiliation absolument terrible. Et en fait, on peut se demander en fait comment les choses vont évoluer. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est que Poutine est aujourd'hui aux abonnés absents aussi. Vous soulignez, Gallia soulignait en fait que... Il a fait une déclaration en début d'après-midi. Oui, il a fait une déclaration, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu depuis samedi matin. On ne l'a pas vu depuis samedi matin. Et donc est-ce que, comme le disait le général Mishaïl Yakovlev, qui a parfois des intuitions fulgurantes dimanche soir en fait sur LCI,
est-ce qu'il est toujours véritablement au pouvoir? Est-ce qu'il est en train de se battre pour sauver sa peau? Est-ce qu'il y a des factions qui sont en train de lui dicter un nouveau scénario? Est-ce qu'on ne voit pas apparaître un nouveau ministre de la Défense bientôt, etc. Beaucoup de conjectures. Olga Prokopieva, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, c'est avant tout une guerre de clans qui ne fait que commencer. Il y en aura d'autres, sans aucun doute, parce que ce régime, avant tout criminel poutinien, qui est au pouvoir déjà depuis plus de 20 ans, il a fait justement en sorte qu'il y ait la possibilité qu'il y ait des personnes qui s'enrichissent autour de lui, qui profitent au régime poutinien. Wagner et Prigojine, c'est un ami au départ de Poutine qu'il a nourri, qu'il a développé, qu'il a laissé dans l'impunité lorsque Wagner commettait des crimes, y compris des crimes sur des soldats russes. Donc c'est pas étonnant. On s'y attendait finalement, on ne savait pas quand et par qui ça commencerait. Mais les guerres de clans, c'est un peu inscrit dans l'ADN du régime. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que tout le monde finalement voulait faire aussi en faisant peser des sanctions économiques sur la Russie, en faisant peser des sanctions individuelles en Russie. C'est aussi ce qu'on cherchait à faire, qu'il y ait des discordes internes. Prigojine, il voulait avoir plus d'armes, plus de liberté pour agir. De toute évidence, il en avait pas la possibilité. C'est ce qui l'a poussé à s'opposer à Shoigu avant tout. Et ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est que on ne sait pas du tout comment pourrait se conclure un conflit armé à l'intérieur de la Russie, un soulèvement, un coup d'État armé. Et ça, c'est très terrifiant parce que déjà, on est dans un régime dictatorial. Si une personne qui vient par les armes prend le pouvoir, est-ce qu'elle va laisser ses armes? Est-ce qu'elle va continuer à régner par les armes? Donc, ce type de soulèvement est extrêmement inquiétant pour la population, ce qui explique aussi pourquoi tout le monde était en apathie et le silence. Spectateur. Voilà, le silence était gardé. D'une situation un peu surréaliste. C'était complètement la même situation. Ils n'osaient même pas prononcer un seul mot. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est ce qu'on oublie, enfin, que ce soit Poutine ou Prigojine, ils surfent sur la peur des gens. Poutine, quand il parle de 1917, de guerre civile, c'est justement pour apeurer encore plus les Russes, pour leur dire vous ne voulez pas d'un bain de sang. Donc il faut le considérer comme traître et rester derrière Poutine. Et Prigojine, il fait la même chose. Il dit oui, mais mes hommes sont en train de tuer par milliers d'être tués par milliers sur le front et soi-disant il veut sauver les soldats russes. C'est du cynisme. On viendra total. sur la question de savoir qui vaut-il mieux au pouvoir au Kremlin, en tout cas pour les Russes et pour les Occidentaux. Il y a quand même un point sur l'épisode du week-end sur lequel j'aimerais avoir vos lumières. Quand on lance un coup de force, appelons ça un coup de force, c'est peut-être un coup d'État, on a besoin de deux choses, d'un plan et des alliés. Alors une fois qu'on a pris le commandement à Rostov, c'est quoi l'étape suivante et où sont les alliés? Moi, je n'ai vu ni l'un ni l'autre chez Prigojine et il faut quand même rappeler qu'il a fait demi-tour. Antoine Arjakovski, comment vous analysez ça? Il l'a dit dans un message la veille, donc avant-hier. Il a dit c'est insupportable pour nous d'avoir été bombardés par l'armée régulière. Donc nous allons prendre Rostov-sur-le-Don, nous allons y rester et nous allons envoyer régulièrement des soldats sur Moscou. Il a utilisé cette expression. Ouais. Et donc c'était ça le plan. Et simplement. Mais il avait besoin qu'une partie de l'armée se rallie à lui. Parce que même s'il a 25 000 hommes, ça n'est pas énorme. Et c'est la raison pour laquelle il s'est fait filmer à Rostov-sur-le-Don, au quartier général de l'armée russe à Rostov-sur-le-Don. Avec un vice-ministre de la Défense. Avec un vice-ministre de la Défense, Alexeyev, qui était celui qui, dans la nuit, avait fait une déclaration pour dire à Prigojine « Oulala, attention, sois prudent, ne fais pas ça, etc. Et en se montrant à côté de lui, tranquillement à discuter, il montrait qu'il n'avait que faire de ce genre de déclaration, qu'en réalité, il faisait partie du même clan anti-guerre, d'un clan qui voit que cette guerre est perdue. Et qu'il faut, Alors changer certains le mettent dans le clan Poutine et d'autres le mettent dans le clan anti-guerre. Oui, mais Laure Mandeville. honnêtement, je crois que ce que dit
Antoine est absolument juste sur l'importance en fait du discours qu'il tient juste avant de se lancer de son opération. Oui. C'est un discours surréaliste, hallucinant dans le contexte du pouvoir russe, puisqu'il met à bas tous les fondements de la guerre. Ouais. Et il déchire le voile du mensonge. Donc en fait, c'est une véritable, je dirais... Mais il l'avait un peu fait avant aussi. Ah mais non, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que là, il va extrêmement loin. Il dit les fondements. C'est ce que disait Antoine. Il dit les fondements qui nous ont poussés à aller faire cette guerre sont faux. Oui. Sont faux, n'étaient pas fondés. Donc ça, c'est pour enrichir les oligarques et les militaires, etc. Mais il avait déjà dit dans le passé que la dénazification, c'était une invention. Oui, mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que il est victime de son propre succès. Je pense, comme l'a dit Sergueï Parkhomenko dans une interview que j'ai citée hier dans mon papier d'aujourd'hui, c'est qu'il ne s'attend pas à ce que cette opération s'enfonce comme dans du beurre à travers la Russie. Mais il s'attend à quoi alors ? À être détruit ? Mais non, mais il s'attend il attend une réaction, mais il arrive aux portes de Moscou, donc il lui reste quoi à faire ? À aller jusqu'au Kremlin, à s'installer sur le trône. Et alors pourquoi fait-il demi-tour ? Ce n'est pas, encore une fois, ça ressemble beaucoup plus à une tentative, un règlement de compte, disons une mutinerie contre une autre partie de cette structure de force que contre un coup d'État pour prendre totalement le pouvoir. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il y a quelqu'un au-dessus. C'est pour ça que l'idée qu'on l'a envoyé comme une sorte de, si vous voulez, de ballon d'essai pour tester en fait la solidité de ce régime me paraît assez pertinent. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que il crée un précédent. J'écoutais en fait Arestovitch, vous savez, que l'ancien conseiller de Zelensky, qui disait hier, aujourd'hui, tous les candidats au putsch, toutes les factions dans l'entourage de Poutine qui pensent qu'il a perdu la tête, qu'il a envoyé la Russie dans une espèce de catastrophe et qu'il faut arrêter tout ça, vont se dire... c'est possible, je vous le disais tout à l'heure, pas de réaction, pas de FSB, pas d'armée, tout le monde aux abonnés absents. Et là, je suis un peu en désaccord, une population qui n'est pas du tout hostile, qui est au contraire, je dirais, presque bienveillante, qui va sur le chemin, qui laisse rentrer, qui ne se mobilise pas. C'est quand même extraordinaire quand on sait que les idéologues de Poutine, depuis des années, nous avaient presque convaincus, en tout cas certains d'entre nous, que Poutine c'était la Russie c'était Poutine. Mais en réalité, le peuple russe qui se met sur le sillage de l'avancée en fait, des troupes de Prigojine ne se lève pas pour dire vous êtes un salopard de mutin, etc. Au contraire, on amène ils font des selfies, de l'eau, etc. C'était parce qu'il était là. Pas seulement. Non, pas seulement. Il ne faut pas généraliser ce qu'on a vu, les images qu'on a pas vues seulement. On parle pas comme ça en même temps. Galia Ackerman. Personne ne va s'opposer à lui, c'est sûr, parce qu'ils sont justement terrifiés. Mais pas ce par que peur. Je disais. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit par peur. Galia Ackerman, dites-moi pourquoi il fait demi-tour en fait si le régime est si fragile. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas les clauses de l'accord entre Poutine et lui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette médiation biélorusse aussi. Bon, la médiation russe est probablement factice. Ce que je veux dire quand même, c'est que Prigojine et les troupes de Wagner ont combattu sur le front vaillamment dès le début de cette guerre. On leur doit, les Russes leur doivent des victoires. Pas depuis le début, justement. Presque depuis il arrive, il le dit dans sa à partir du 20 mars. OK. Ça veut dire que du 24 février au 20 mars, la Russie de Poutine voyait que ça avait échoué. Et c'est à ce moment-là qu'ils font appel à Prigojine. Et Prigojine dit, moi j'ai été invité par Poutine, on m'a donné carte blanche, donc maintenant il faut m'écouter. Oui, c'est ça la différence. C'est pour ça que les gens ont une certaine admiration pour lui. Galia, mais ce que je veux dire, c'est que Prigojine, quand même, a combattu dans cette guerre, peu importe si elle est juste ou non. C'est lui qui a proposé d'ailleurs à Poutine il y a quelque temps d'arrêter la guerre en disant « Nous avons déjà gagné un morceau gras », c'est ça son expression, du territoire ukrainien. Nous avons maintenant 5 régions, il y a 4 millions d'habitants, etc. Et donc maintenant, il faut arrêter la guerre.
il a proposé ça à Poutine. Ouais. Et je pense que sa conception, il n'est pas anti-impérialiste. En fait, c'est un grand profiteur. Ça, c'est peut-être le mot-clé qui le définit le mieux. C'est le Un mot-clé. profiteur. C'est un grand profiteur. En temps de paix comme en temps de guerre. Voilà. Et simplement, il a compris que cette guerre ne peut pas être gagnée. Mais ce qu'il a proposé à Poutine non plus n'a pas été soutenu. Et donc là, peu à peu, il a été poussé à jouer son va-tout, quoi. D'accord. Olga Prokopieva, comment expliquez-vous que des tenants d'une opposition démocratique, entre guillemets, comme Khodorkovsky à Londres, Kasparov, aient eu des réactions finalement assez favorables, presque de ralliement à Prigojine? Alors déjà, je pense que celle de Khodorkovsky est très différente de celle de Kasparov. Oui. Certains, pareil, restaient observateurs et se disaient que dans tous les cas, tout ce qui affaiblit le régime poutinien, c'est tant mieux. Oui. C'est un peu ce qu'a dit Khodorkovsky. Oui. Il a été beaucoup plus loin. Lui, il a dit qu'il faut soutenir Prigojine. Et là-dessus, on est en désaccord total entre lui, déjà notre mouvement Russe Liberté, et d'autres mouvements anti-guerre. Pour vous, c'est la même chose dès le début. Poutine ou Prigojine, pour vous, il n'y a pas... C'est la même chose, oui, ils sont deux criminels et en aucun cas, il faut que l'un ou l'autre prenne la tête de la Russie parce que ça sera Donc vous déplorez cette espèce de ralliement un peu hâtif? Oui, on le déplore parce qu'on les Khodorkovsky et peut-être d'autres qui ont tenté de montrer qu'il faut soutenir Prigojine oublient quand même que c'est un criminel, que ce qu'il est en train de faire, rien qu'en un week-end, il y a eu 15 morts sur le territoire russe, il ne faut pas l'oublier. Donc en effet, en tant qu'organisation qui milite pour la démocratie et la paix, c'est pas ce type de transformation qu'on souhaite par la Russie, par ce moyen. Et il y a d'autres qui disent d'ailleurs qu'une transformation pacifique est possible, comme par exemple Lev Ponomarev, que nous soutenons beaucoup, et qui croit justement en le fait que par des actions de résistance pacifique, non violente en tout cas, on peut parvenir aussi à fragiliser. Jusque-là, c'était le cas. Encore une fois, j'invoquais tout à l'heure les sanctions économiques, les sanctions individuelles, les actions de résistance et d'anti-propagande qui agissent tous les jours en Russie, sur le terrain. Tout ça, ça fragilise le pouvoir. Malheureusement, il y a des bandits qui veulent saisir cette fragilité comme Prigojine. Et il faut que ça soit pas par le biais de ces bandits que la transformation se fasse. Antoine Arjakovsky. Oui, moi je voudrais défendre un peu Khodorkovsky, parce qu'il y a trois courants qui s'opposent dans l'émigration russe. Il y a les pacifistes, d'un côté, dont Russie Liberté est un représentant, Lev Ponomarev, et d'un autre côté, les gens comme Khodorkovsky qui disent il faut pouvoir, Poutine ne partira pas tout seul, il faut à un moment utiliser la force armée pour pousser ce pouvoir dehors. Et donc, ça a été logique que Khodorkovsky, ce week-end, effectivement, se prononce en faveur de Prigojine, mais en disant c'est un Satan. Il a utilisé ce terme. Je suis en désaccord total avec lui. Une alliance avec le diable. C'est une alliance avec le diable, c'est un criminel, etc. Mais on a un but commun, c'est que Poutine parte. Donc ça, c'est une première ligne de fracture au sein de l'immigration russe et de l'opposition russe, entre les pacifistes et les réalistes. Il y a une autre ligne de fracture. Il y a d'un côté Khodorkovsky, qui a organisé ce comité d'action russe, qui a organisé récemment une rencontre au Parlement européen, et qui a été donc reconnue par la vice-présidente du Parlement européen, et qui considère que c'est par l'action commune qu'on va réussir à prendre le pouvoir, et le lien avec les démocraties occidentales. Et d'un autre côté, Alexei Navalny, qui est en prison, mais qui a un réseau énorme, mais très vertical aussi. C'est Navalny qui doit devenir le prochain président, compte tenu de sa popularité. Et puis, il y a une troisième ligne de fracture entre, d'un côté, ceux qui disent les émigrés russes, ceux qui vivent à New York, ceux qui vivent à Paris, sont déconnectés de la réalité, ils ne comprennent rien. Et d'un autre côté, ceux qui sont dans cette émigration et qui disent les opposants russes en Russie, ils croient être réalistes. En réalité, ils sont naïfs. Parce que ce n'est pas une démocratie. C'est une dictature fasciste et leur petite manifestation ne mènera à rien. Il faut une action bien plus forte. Et vous en pensez quoi, vous, personnellement ?
Eh bien, ce que je pense, et c'est pour ça que j'ai écrit récemment un article dans Desk Russie, et je remercie Galia Ackerman de l'avoir publié, même s'il y avait une nuance de désaccord, ce que je pense, c'est qu'il est important d'en parler. Ouais. Parce qu'à force de ne pas en parler, on ne trouve pas de consensus, de convergence. Je crois, par exemple, moi, je suis plutôt du côté de Gandhi, et je pense que Gandhi a eu raison de s'opposer par la non-violence. Et en même temps, je suis d'accord avec Khodorkovsky et avec De Gaulle, lorsque De Gaulle a fait un accord avec Jean Moulin pour dire on n'arrivera pas à chasser le gouvernement de Pétain sans un accord entre l'opposition en Angleterre et dans le monde francophone avec le Comité national de la résistance. Il fallait un accord avec des points précis sur, par exemple, on ne vise pas la population civile. On peut dérailler des trains si ça a un but militaire, mais on ne vise pas la population civile. Ce genre d'accord, de consensus, de convergence, à mon avis, permettrait de dynamiser cette opposition et d'en faire une vraie alternative. Parce que pour moi, le pire de tout, c'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est-à-dire qu'en gros, l'Occident, qui ne fait rien vis-à-vis de cette opposition démocratique depuis des mois et des mois, se retrouve à choisir entre Charib Dessila, entre un premier criminel et un deuxième criminel qui, en plus, a failli prendre des sites nucléaires sur son chemin vers Moscou. Il faut quand même souligner que les Occidentaux se sont empressés de ne rien choisir et de ne rien dire de tout le week-end. Oui, mais c'était dangereux. Ouais. C'était dangereux. Il faut maintenant investir dangereux. sur l'opposition démocratique russe et l'aider à régler tous ces différends. Mais c'est vrai que quand on voit le sort de Navalny, de Karamurza, qui sont contre lesquels le pouvoir s'acharne d'un côté, et de l'autre, pas seulement Prigojine, mais aussi quand on voit les combattants russes pro-ukrainiens qui mènent des opérations en Russie contre le régime, on a l'impression que les opposants politiques sont marginalisés par les résistants, entre guillemets, armés. Qu'en pensez-vous, Galia Ackerman? Vous savez, moi, j'ai une position peut-être très tranchée sur ce sujet. Je pense que la première tâche de l'Occident et de l'opposition russe aussi, c'est d'aider par tous les moyens la victoire ukrainienne. Parce que c'est la victoire ukrainienne et c'est par là que passe l'affaiblissement et la chute du régime. La victoire ukrainienne qui va faire tomber le régime Poutine. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir l'opposition russe. L'opposition russe fait un travail très utile de diffusion des idées. Elle a créé plusieurs médias d'opposition qui sont également très utiles. Je crois que l'opposition russe a pas mal de soutien, pas mal de subventions, etc. Mais l'objectif stratégique, encore une fois, et je pense que dans cela, je vois qu'Olga porte voilà, c'est tout en haut, Galia. Voilà, c'est le slogan de Victoire pour l'Ukraine. Et c'est le slogan de la grande majorité de l'opposition russe. Et je pense que c'est très, très important parce que sans la victoire ukrainienne, ce régime peut tenir encore longtemps ou être remplacé par un autre régime. Est-ce que ça, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord? Ça passe par une victoire des Ukrainiens? Je pense que c'est un point absolument évident, en fait, et c'est le cas d'ailleurs historiquement, quand on regarde l'histoire de la Russie, c'est chaque fois qu'elle a subi une défaite militaire éclatante qu'il y a eu un changement politique majeur qui s'est amorcé en Russie. Ce qui me semble, là où on peut peut-être réconcilier les positions qui sont exprimées ici, c'est qu'il est évident que c'est à la fois par la défaite en Ukraine, mais aussi par l'idée que l'opposition russe joue un rôle dans le conseil à l'Occident et dans la préparation de l'après, qu'on aura peut-être un moment, le moment, si vous voulez, quand le moment historique, la chance historique va se dessiner à l'horizon, il ne faut pas rater ce moment. Et la grande peur, en fait, qu'ont les membres de l'opposition démocratique russe, c'est que ce moment soit confisqué par un clan ou une partie, en fait, de ce pouvoir
profondément criminalisé, disons-le, on l'a déjà dit, Oui. depuis 1917 en fait. Les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir sont les descendants, en passant par des tas d'étapes, et aujourd'hui un visage peut-être encore plus mafieux, plus criminel, mais sont les descendants des nationaux bolcheviques, avec tout ce que ça implique d'horrible. Et donc la question, c'est que ça ne soit pas une nouvelle fois confisqué, c'est-à-dire qu'une faction profite de l'affaissement du régime de Poutine pour imposer une sorte de transition hâtive et proposer un deal à l'Occident qui ne permettrait pas de véritablement tuer le monstre national bolchevique qui est au pouvoir depuis plus de 100 ans. Justement, alors, à cette criminalisation historique que vous décrivez du pouvoir, il semble que réponde une sorte de martyrisation historique aussi des opposants. Est-ce que pour être un opposant en Russie, il faut faire le don de soi, il faut se sacrifier comme Navalny, il faut être un martyr? Il n'y a que ça qui marche En fait, vous avez une formule de Custine, mais juste un mot, je dirais que vous avez une formule de Astolphe de Custine, ce grand voyageur français qui avait en quelques mois saisi l'essence en fait du pouvoir le Tocqueville russe, de la Russie. voilà, une sorte de Tocqueville de la Russie, qui disait au XIXe siècle, en Russie, il n'y a que des automates ou des révoltés, pour répondre à votre question. Et donc c'est vrai que le fait que le pouvoir russe a toujours occupé toute la place, il a toujours été complètement carnivore, et la société, et donc la possibilité d'une opposition si vous voulez, politique construite et tout ça, a toujours été impossible. Ils étaient hors champ, hors cadre, donc, et donc écrasés. La résistance jusqu'au martyr. Bien sûr, ils essaient de revenir, et bien sûr. Ils agissent, en fait, si je peux me permettre là-dessus, parce que c'est très important, on parle beaucoup de ces coups armés, on parle beaucoup d'opposition politique, mais il ne faut pas oublier qu'en Russie, tous les jours, il y a des mouvements anti-guerre qui agissent. Et ces mouvements, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plusieurs choses. Antoine parlait des sabotages de chemin de fer, des choses comme ça, ou même des jets de cocktails Molotov sur des bureaux de conscription militaire. Mais il y a aussi tout un réseau de militants qui tentent de faire changer l'opinion de ceux qui sont encore côté Poutine, côté guerre, et aussi de mettre à l'abri ceux qui oserait oserait se prononcer contre la guerre. Donc il y a des mouvements, Vesna, résistance féministe anti-guerre, il y a le mouvement Appel à la conscience, il y a des mouvements aussi qui aident énormément ils sont pas un peu émiettés pour être efficaces. Les Ukrainiens déportés, ils sont un peu émiettés, qui font d'aide juridique, qui font d'aide psychologique, et tout ça pour justement aider les Russes à garder espoir, à garder une fenêtre d'ouverture sur un monde autre qui pourrait exister. Et l'opposition politique aujourd'hui est exilée pour la plupart. Elle essaie de garder le contact avec cette Russie-là, notamment par le biais en gros, si on n'est pas un opposant armé à Poutine, on est condamné à la prison ou à l'exil aujourd'hui. C'est pour ça que je crois qu'il est très important que nous-mêmes, on se remette en question. Du reste, Laure avait participé au séminaire de recherche qu'on avait fait au Collège des Bernardins à la base de ces 18 propositions. Ce rapport dont on a parlé, il y a 3 propositions qui concernent la Russie. L'une, vous dites, dans la proposition 15, il faut initier à l'échelle européenne un accompagnement nécessaire des mouvements démocratiques russes pour le rétablissement de l'état de droit en Russie. J'ai aussi relevé la proposition numéro 9 qui dit qu'il faut mieux sanctionner la Russie, au sens des sanctions internationales. Et la première, qui est intégrer par étapes l'Ukraine à l'UE. C'est lié. Mais j'ai remarqué quand même que vous ne demandez pas aux Occidentaux ou aux Européens d'avoir une vraie politique russe que vous définiriez. La vraie politique à l'égard de la Russie, c'est de se tourner vers la nation russe et de croire que la nation russe est capable de démocratie. Or, c'est vrai qu'à force de lire Custine, on se dit, mais ils sont incapables de démocratie. Or, c'est faux. Il y a eu des moments dans l'histoire de la Russie où ils ont été capables de se réformer dans un sens européen. Aucun peuple il n'y a pas de fatum dans l'histoire. Voilà.
Et surtout, Aucun peuple nous, ne doit être privé ontologiquement de la absolument. démocratie. Et surtout, nous, on a un problème. C'est qu'on a tendance à les regarder comme un peuple d'esclaves incapables de vivre la démocratie. Et le problème, et de faire une alliance de revers avec la Russie. Et si ce sont les tsars, et si c'est Poutine, c'est pas grave, on fait une alliance de revers avec eux. Et ça, c'est une erreur profonde. Il faut qu'on se remette en question. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une proposition très concrète qui a été faite par un ancien ambassadeur américain aux États-Unis, disant le temps est venu de nommer un ambassadeur auprès de la nation russe émigrée. Ouais. Un ambassadeur qui serait capable, de s'occuper des problèmes de cette émigration russe. Ils ont des tas de problèmes de visa, d'ouverture de compte en banque, etc. Deux, un travail de formation à la démocratie et à la société civile. Ça ne s'improvise pas. Il faut les former à ça. Et trois, travailler avec eux sur un programme de réforme, de dénucléarisation, de fédéralisation, etc. c'est ambitieux. Et c'est ambitieux, Oui, mais il faut le faire. Si on ne le fait Mais pas... ce qui manque, ce sont des interlocuteurs puissants, n'est-ce Et pas? il y a des Des interlocuteurs. représentants. Il y a un comité d'action russe qui s'est créé, qui a été reçu au plus haut niveau au Parlement européen par des commissaires européens, et je regrette qu'en France, on ne le fasse pas. Alors, moi, je vais organiser au mois de septembre, avec le Forum Normandie pour la paix, une rencontre avec les opposants russes, et notamment en France, il y a maintenant les Goudkov, qui, avec Russie Liberté, a lancé un forum démocratique russe. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour soutenir cette opposition russe. Mais maintenant, il faut qu'au niveau non seulement des parlementaires qui sont venus à l'ouverture, mais aussi du gouvernement, une décision forte qui soit faite de soutenir cette opposition. Tant qu'on ne le fait pas, on se condamne à avoir des Prigogine ou on parle d'un Dioumine aujourd'hui pour remplacer Poutine, des gouverneurs qui sont dans cette logique bolchevique. Oui, Galia Écoutez, Kerman. là aussi, Qui doit-on soutenir? j'ai peut-être l'opinion un peu clivante. Je pense que, encore une fois, sans la victoire décisive de l'Ukraine, sans qu'il y ait une sorte de prise de conscience dans la société russe qui, aujourd'hui encore, est majoritairement pour la guerre, pas nécessairement par conviction impérialiste, mais parce que c'est mon pays qui mène la guerre, donc il faut que je la soutienne. J'y crois pas du Non, tout à ça. moi aussi, Attendez, vous me laissez Mais parler voilà, on va laisser Galia finir, mais il y a aussi l'effet de la propagande, bien sûr, parce que bien sûr, les gens sont informés d'une manière différente de nous. Mais peu importe. Et donc, je pense que sans un travail très sérieux dans une société défaite, qui a subi un revers militaire, sans une prise de conscience que pendant 23 ans, ce peuple a voté pour Poutine, revoté pour Poutine, a fait la réélection de Poutine. Et les Ukrainiens ont eu 2 Maïdan. Ils ont gagné leur liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Les Russes n'ont pas encore fait leur Maïdan. Ils n'ont pas été assez nombreux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposition. Je dis qu'elle n'est pas assez puissante et qu'elle n'a pas été assez puissante. Il y a quand même une aspiration à un pouvoir vertical en Russie? Non. C'était quand Poutine... Attendez. Oui, allez-y, Galia. Quand c'était encore possible, à partir de 2019, il est devenu pratiquement impossible de manifester, etc. Oui. Mais en 2011-2012, quand il y avait ces manifestations de l'opposition, s'il n'était pas 100 000 à Moscou, au plus clair des manifestations, mais plusieurs millions, s'ils étaient aussi nombreux à travers la Russie, peut-être que cette réélection de Poutine n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire, cette société, elle a quand même profité des années fastes de Poutine. Il y avait beaucoup de gens qui ont fait des carrières, qui se sont enrichis. Les privatisations, l'argent du pétrole, etc. Mais même plus tard, après les privatisations. Et donc, aujourd'hui, comme certains le disent, ah oui, la Russie est un pays occupé. Poutine a usurpé le pouvoir. Non, malheureusement, il n'a pas usurpé le pouvoir. Je suis d'accord. Alors, Normandie, on va faire un sur ce point, on est d'accord. Il y a une responsabilité. Il a quand même en partie usurpé le pouvoir, puisqu'il arrive quand même il arrive au terme d'un crime, d'un péché originel épouvantable, qui consiste à organiser des attentats en plein cœur de Moscou, puis à lancer une guerre criminelle en Tchétchénie pour se faire un habit de lumière et conquérir le pouvoir. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même pas la population russe
qui a décidé Oui, de ça. oui, Alors, je comprends l'argument qu'ils ont accepté, qu'ils ont avalé. Donc, moi, cyniquement, finalement, ce scénario, sans d'ailleurs peut-être complètement le comprendre pour une majorité, etc. Mais je pense que une des choses, effectivement, que l'on peut dire, c'est que la société russe, en fait, est une société qui a embrassé une forme de cynisme extrêmement important, c'est-à-dire qu'au fond, ils ont fermé les yeux sur tous les crimes, sur l'horrible affaire de la Tchétchénie, sur tout l'écrasement de tous ces opposants. Pardon. On leur a fermé les yeux. On leur a fermé les yeux, d'accord, mais tous les moyens possibles. C'est vrai aussi, mais ils ont quand même fermé les yeux. Moi, j'ai plein d'amis, par exemple, libéraux en Russie, qui se sont désintéressés de cette affaire, à la limite même qui s'en sont d'une certaine manière réjouis. Il y a eu un mélange, je dirais, de cynisme et d'impérialisme, au fond tapis au fond d'eux-mêmes, si vous voulez, un syndrome impérial qui a ressurgi et qu'on a vu notamment ressurgir en 2014, qui est devenu presque une sorte, j'utilise, pardonnez-moi le terme, presque d'orgasme collectif, où ils ont tout d'un coup eu le sentiment qu'avec cette Crimée, on leur redonnait quelque chose. Et c'est vrai que la grande différence avec l'Ukraine, et là, pour défendre les Russes, c'est que c'est beaucoup plus facile pour une société comme l'Ukraine, qui est aussi une société post-communiste, post-soviétique, qui a aussi eu beaucoup commis de crimes sous les communistes, qui a été compromise, etc., mais qui a, au fond, pu se rebeller contre l'Empire. Il y avait quelqu'un à repousser. Alors que les Russes, c'est beaucoup plus difficile de se rejeter soi-même. C'est-à-dire quand on est le cœur de l'Empire, le travail à faire en fait pour sortir, il y a la double peine. Il faut sortir à la fois des crimes du national-bolchevisme, et ils y sont toujours dedans, encore une fois, parce qu'ils ont Poutine. Je dis toujours que l'arrivée de Poutine 10 ans après la fin de l'URSS au pouvoir, c'est comme si en Allemagne post-nazie était arrivé 10 ans après la fin de la guerre, un membre de la Gestapo. C'est ça qui s'est passé en Russie. Donc c'est vrai qu'ils sont retombés dans l'emprise de cette force d'occupation. C'est pour ça que là, je pense qu'il y a une force d'occupation qui ne veut pas lâcher en fait ce pouvoir. Alors c'est vrai qu'elle a des soutiens dans la population Antoine qui elle aussi n'arrive pas à sortir du ventre du monstre. Je pense que il y a quand même un consensus dans notre débat sur le fait qu'il y a une responsabilité du peuple russe. Ça a été dit. Et donc, nous, notre attitude, c'est quoi? C'est de condamner la Russie ad vitam aeternam pour n'avoir pas fait les jugements du crime du communisme, ou bien nous-mêmes de remettre en question le fait que nous-mêmes n'avons pas fait un procès du communisme également en Occident. Oui. Donc, à mon avis, l'attitude qui serait constructive, ce serait de faire une sorte de tribunal Russell du communisme, déjà, pour dire que ça a été une affaire complexe, terrible, qui a conduit à plus de 100 millions de morts pour le livre noir du communisme au XXe siècle. Et deuxièmement, pour bien comprendre que cette société, elle est dans une situation terrible, même si elle est responsable de cette situation terrible, et de l'aider à se sortir de ce trauma collectif historique et contemporain avec 20 ans de propagande en plus. Et ça, il y a des formations pour ça. Et qui de mieux Qu'est-ce que vous voulez dire par formation? De même qu'on a déradicalisé un certain nombre de gens qui sont partis en Syrie pour combattre Daesh au nom d'idéaux... Ça n'a pas toujours bien marché. Mais qui va faire ça de l'extérieur? Les opposants russes. Et c'est pour ça que c'est important de parler... On a 2 millions d'émigrés ici. Il y a 2 millions d'émigrés russes, de gens qui sont parfaitement conscients, de nouvelles générations qui sont tout à fait européennes. Mais vous croyez que le salut puisse venir de l'extérieur? Mais c'est comme ça que c'est venu. En partie. Oui, il y a des tas d'exemples historiques. Je ne veux pas citer l'exemple de Lénine qui a soufflé sur le château de cartes de l'Empire russe, mais qui a, au bout du compte, gagné. Ça veut dire qu'il est possible de réfléchir en Occident à une nouvelle Russie démocratique, déradicalisée et fondée sur l'état de droit. Et à partir de ce travail qui est fait, mais il faut commencer dès maintenant. Et je rajouterais, il serait temps, en fait. Et c'est urgent. Il y a une réforme aussi à faire au niveau de l'Église, parce que malheureusement, la conscience religieuse attend. On l'a vu encore ce week-end, le patriarche Kirill qui a soutenu Vladimir Poutine. Donc il y a un travail aussi à faire en Occident, puisque l'Église russe est aussi en Occident, à la réformer et à aider et à l'aider. Au bout du compte, c'est pas pour la condamner, parce que toutes les Églises ont leurs problèmes, mais à l'aider à se réformer pour préparer la Russie de demain.
Olga Prokopieva. Oui, alors il y a Dites-moi. beaucoup de choses qui me chagrinent beaucoup dans ce qui a été dit. Il ne faut pas vous chagriner. Non, mais vous allez vraiment, corriger, redresser les torts. Il vous reste 3 minutes. Parce que les parallèles historiques sont très dangereux à faire. L'Ukraine n'a jamais connu de répression dans l'histoire moderne comme en Russie. Donc un Maïdan est possible. Les répressions sont venues beaucoup plus tard dans l'histoire moderne post-soviétique. En Russie, les répressions sont arrivées en 2011-2012 de manière extrêmement forte. Déjà avant, il y avait des assassinats de journalistes, d'opposants. Mais vous voulez dire quoi? Un Maïdan russe, c'est plus compliqué? C'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? En 2011-2012, c'était possible. Écoutons la réponse. Parce que c'est trop tard, parce qu'en 2011-2012, l'opposition démocratique russe n'a été soutenue par personne en Occident de manière massive et concrète, et que tous les appels à l'aide que nous, notamment Russie Liberté, nous lançons depuis 11 ans pour que l'opposition démocratique russe soit soutenue, encouragée, entendue, et la société civile russe qui se bat depuis 2011-2012, qui n'a jamais réélu Poutine, parce que les élections sont falsifiées depuis 2011-2012 en Russie. Mais pardon, si je suis un représentant du gouvernement, d'un gouvernement occidental, les présidents français, et que je vous demande continuent à recevoir depuis 2014, Poutine a déballé le tapis rouge sur tous les G7, bien sûr. sur tous les... Donc, sur qui doit-on miser? Sur le comité d'action russe. Il y a un comité d'action russe. Mais personne ne les connaît. Pardon? Personne ne les connaît à part vous. Non, il y a en fait le comité... Khodorkovsky, il est très connu. Mais surtout, ils ont été reçus au Parlement. Attendez, pas Il me tous en même temps. semble-t-il qu'il faut quand même Il me semble qu'il faut Oui, vous allez finir, mais il reste 1 minute. Il me semble qu'il faut une diplomatie à plusieurs échelons. Il y a une certaine coalition qui a été reçue à Bruxelles. On y était. D'autres membres aussi de la société civile, pas que l'opposition politique y était. Il y a un travail qui est en train d'être fait par le Parlement européen, avec notamment le député Bernard Guetta du côté français et aussi Andrius Kubilius qui mène ce travail, et en effet qui est extrêmement important, où il n'y a pas de leader, parce que justement il n'y a pas de leader aujourd'hui de l'opposition démocratique russe qui soit légitimement reconnu par une certaine majorité. Mais ce travail, où on est en coalition, en discussion, il est très important à être mené à discuter. En effet, on aimerait que d'autres gouvernements, et le gouvernement français, s'engagent davantage dans cette voie. J'ai vu que vous demandiez des visas pour les opposants, par exemple. Par exemple, c'est quelque chose, pas forcément pour des opposants, par ceux qui sont réprimés par le régime poutinien, qui sont et ça sera ma dernière question parce qu'il nous reste 20 secondes, est-ce que cette opposition russe, multiforme, est-ce qu'elle ne manque pas d'une stratégie politique, tout simplement? Est-ce qu'elle a une stratégie politique? Elle essaie de construire une stratégie Olga politique. Prokopieva. Après, il y a des discours assez différents. Comme regardez en France, tout seul, ils n'y arriveront pas. Tout seul, ils n'y arriveront pas. Il faut les aider à ça. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, avec la région Normandie, au Forum Normandie pour la paix, on va les aider à ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que bien plus, au Quai d'Orsay, aux différents ministères en charge de l'avenir de la Russie, il faut un soutien plus fort parce que ça leur donnera cette légitimité. Ce qui leur manque en tant que mouvement d'opposition, c'est la légitimité. Le Biélorusse, Tikhanovskaya, elle a une légitimité que n'a pas Khodorkovsky. Et donc, c'est nous, occidentaux, qui pouvons les aider à avoir cette légitimité. Très bien, merci beaucoup. C'est le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette conversation qui n'est pas finie, bien entendu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.